Athènes, la plus ancienne des démocraties. Une ville au rayonnement incomparable dans l'Antiquité. Une cité qui concentre le pouvoir et la richesse au cœur d'un puissant empire maritime. À la tête de cette ville-État, un homme semble incarner à lui tout seul la grandeur d'Athènes, Périclès. Mais en l'an -431, cet homme semble prêt à se lancer dans une aventure hasardeuse qui pourrait mettre en péril cette belle réussite. Une guerre censée renforcer la domination d'Athènes sur la Méditerranée. Le conflit va en effet apporter des bouleversements, mais pas ceux promis par Périclès. Dans cette époque troublée, un Athénien du nom de Socrate va devenir quant à lui le chef de file d'un nouvel empire inédit qui, aujourd'hui encore, est considéré comme l'héritage le plus précieux des Grecs, un empire de la raison. Nous sommes à la prison d'Athènes, en l'an 399 avant Jésus-Christ. Le grand philosophe Socrate va être exécuté. Au dehors, la cité est en ruine. La nation athénienne a perdu dans la guerre sa gloire et son empire. Le peuple se sent démuni. Socrate est l'un des seuls à s'être élevé contre ce conflit, l'un des seuls qui aurait pu sauver ses concitoyens de cette défaite cuisante. Pourtant, son sort est scellé. Comment les Athéniens ont-ils pu condamner à mort l'un de leurs esprits les plus brillants? Comment ont-ils perdu leur grandeur passée? Pour le savoir, il nous faut revenir 30 ans en arrière. En 431 avant notre ère, la cité d'Athènes est la grande puissance de la Méditerranée. Périclès, issu d'une famille aristocratique, est à la tête de cette ville-État qui a bâti un empire maritime sur le pourtour de la mer Égée. Elle possède une imposante flotte de trières, des galères de combat. Athènes se trouve en outre au cœur d'un vaste réseau d'échanges commerciaux qui s'étend de la Grande-Bretagne à l'Inde. Une source de richesse considérable pour la cité. Périclès lui-même a beaucoup œuvré à faire de la ville un joyau du monde antique. Il a fait construire le Parthénon, un gigantesque temple consacré à la déesse Athéna. Un monument somptueux. Mais malgré son autorité et son influence, Périclès n'est pas seul maître du pouvoir. Car Athènes est une démocratie. Et en voici le lieu le plus emblématique, le Pnyx, siège de l'Assemblée des citoyens. Tout citoyen athénien a son mot à dire dans la conduite des affaires de l'État. C'est ici que Périclès doit défendre sa politique et convaincre ses concitoyens.
Un jour de l'an -431, il prend la parole pour leur présenter un nouveau projet ambitieux. Un plan qui doit marquer l'apogée de la gloire athénienne. Périclès a l'intention de venir à bout de la seule grande rivale d'Athènes, Sparte. Sparte est la seule cité-État grecque capable de se mesurer à Athènes. Les Spartiates règnent sur le sud du Péloponnèse et possèdent une armée redoutable. Ils sont d'ailleurs entraînés à l'art de la guerre dès leur plus jeune âge. Voilà des années que les tensions s'intensifient entre Athènes et Sparte. Pour Périclès, il est temps d'en découdre avec ce dangereux rival. Athènes pourra ainsi régner sans partage sur la Méditerranée. Si nous faisons la guerre, ce qui me paraît la meilleure solution, nous ne céderons sous aucun prétexte, car ce sont les plus grands dangers qui réservent les plus grands honneurs. L'Assemblée des citoyens se rallie au projet de Périclès. Après tout, Athènes n'a jamais reculé devant le danger. Dans l'Antiquité, les Grecs n'étaient pas un peuple pacifique, loin de là. L'état de guerre était la règle et la paix plutôt l'exception. Quant aux Athéniens, ils étaient aussi belliqueux que les autres Grecs. Périclès sait que la guerre contre Sparte sera difficile à remporter, car l'infanterie spartiate est redoutable. Athènes, au contraire, tire sa puissance de sa marine. L'homme d'État a donc mis au point une stratégie sophistiquée. Il convainc ses concitoyens d'abandonner toutes les terres aux alentours d'Athènes et de se retrancher derrière les hauts murs de la cité, qui s'étendent jusqu'au port du Pirée. Le ravitaillement se fera par la mer. Des navires marchands achemineront les céréales et les denrées indispensables depuis les colonies et les alliés d'Athènes sur le pourtour méditerranéen. Le tout sous la protection de la flotte athénienne. Périclès compte utiliser sa marine de guerre pour attaquer les Spartiates depuis la côte. Cette stratégie révèle un jugement très fin. Périclès pensait qu'au bout d'un an ou deux, 3 tout au plus, les Spartiates se rendraient compte qu'ils allaient droit à la défaite. Car les Athéniens ne leur livreraient jamais la bataille d'infanterie dont ils avaient absolument besoin pour gagner. La flotte athénienne a toujours joué un rôle clé pour la cité. Elle lui a assuré de grandes victoires militaires et lui a permis de se constituer un empire. Périclès est certain qu'elle va maintenant offrir à Athènes son triomphe ultime. Les Athéniens affluent donc derrière les murs de la ville. Ils sont confiants. La stratégie de Périclès leur apportera la victoire et concrétisera leur rêve de gloire impériale. Mais au milieu de cette foule galvanisée, un homme refuse de se laisser convaincre. Un homme à part dans la société athénienne, Socrate.
La première chose qui devait frapper ses concitoyens quand ils rencontraient Socrate, c'était son physique disgracieux. Sa tête était trop volumineuse, ses yeux trop grands et son nez avait une forme bizarre. Son apparence était contraire à toutes les règles de l'esthétique grecque classique et aux conceptions qu'on avait des proportions et de la mesure. Socrate arpente les rues d'Athènes pieds nus, vêtu seulement d'une tunique crasseuse. Il ne se soucie absolument pas de son apparence, ni des conventions de son époque. Ce qui l'intéresse, c'est la réflexion. Ce personnage atypique va prendre la tête d'une véritable révolution de la pensée, qui couve déjà depuis plusieurs années dans l'Empire grec. Pendant des millénaires, l'humanité a cru que le monde qui l'entourait, le soleil, les étoiles et la lune, étaient en réalité des divinités et des esprits. Pensant consigner des messages divins, des civilisations antiques telles que les Babyloniens ont constitué de vastes recueils de données astronomiques. Ce calendrier venu de Babylone recense par exemple le lever et le coucher des constellations, ainsi que les dieux qu'elles représentent. L'étude du ciel s'est lentement diffusée dans tout le monde antique, jusqu'à atteindre les colonies grecques situées sur les côtes de la Turquie moderne. C'est là qu'un bouleversement s'annonce. Car les Grecs s'approprient ce savoir astronomique et le transforment entièrement. Avec eux s'amorce la fin du règne des divinités et le début de celui de la raison. Peu à peu, les Grecs ont commencé à dire « Les étoiles ne sont pas des êtres vivants, ce sont des objets. Le monde est régi par un ordre global que l'esprit humain peut appréhender et comprendre. » Ils apprennent à prévoir la trajectoire de la Lune et des étoiles grâce à la logique et à des formules mathématiques, au lieu d'expliquer tous les phénomènes par l'intervention des dieux. C'est la naissance de la science. Thalès, le premier grand scientifique grec, rédige ainsi un traité de navigation pionnier qui explique comment utiliser les étoiles pour se guider. Et lors d'un voyage en Égypte, Thalès est aussi le premier à mesurer la hauteur de la Grande Pyramide. Il a eu l'idée géniale de se poster à côté de la pyramide, sous le soleil. Lorsque sa propre ombre a atteint exactement la même taille que lui, il a mesuré l'ombre de la pyramide et en a déduit la hauteur de la construction. C'est en fait l'application d'un théorème de géométrie beaucoup plus complexe. Les savants grecs seront aussi les premiers à supposer que la Terre est sphérique et non plate, et à en calculer la circonférence. Ils inventeront aussi la machine à vapeur, la pompe à eau et les ponts suspendus. Mais Socrate, lui, ne s'intéresse pas au fonctionnement du monde tangible. Son nouveau mode de pensée, fondé sur la raison et la logique, lui sert à étudier ses semblables. Le grand bouleversement arrive avec Socrate, qui tourne le dos au monde de la nature. Ce qui l'intéresse, c'est l'individu. L'autre devient un objet d'attention et d'étude. Dans les rues d'Athènes, Socrate passe ses journées à converser, discuter et argumenter avec les passants. Avec plus de 150 000 personnes regroupées derrière les murs de la ville, il est dans son élément.
Le plus extraordinaire chez Socrate, c'est qu'il était le premier citadin passionné. Il adorait la cité et a fait de la vie de la cité l'une de ses préoccupations centrales. Le philosophe remet en cause sans relâche les présupposés de ses concitoyens, leur conception de la vie, de la vertu et du vice, du bien et du mal. Il prend un malin plaisir à mettre sans dessus-dessous les conventions de son époque. Xénophon, l'un des disciples de Socrate, relate comment, lors d'un banquet, le philosophe prouve à un convive qu'il est en réalité plus beau que lui. Mes yeux sont plus beaux que les tiens. Les tiens ne voient que devant eux, tandis que les miens voient aussi de côté, puisqu'ils sont à fleur de tête. De la même façon, mon nez est plus beau que le tien, car mes narines sont retroussées pour recevoir les odeurs de tous les côtés. Voilà qui est typique de Socrate, présenter le monde sous un jour inédit grâce à la raison et à la logique. Pour Socrate, nous devons prendre nos décisions selon notre conception de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, de ce qui est vertueux et de ce qui ne l'est pas. À ses yeux, la liberté de penser est d'une importance capitale, même si elle consiste à chambouler les idées reçues. Je vous dis que le plus grand bien de l'homme, c'est de s'entretenir chaque jour des choses dont vous m'avez entendu discourir. Une vie qu'on n'examine pas ne vaut pas d'être vécue. Mais tandis que Socrate débat avec ses concitoyens, la guerre a commencé. Les Spartiates envahissent la région d'Athènes et mettent le feu aux terres agricoles environnantes. Dans la cité, la peur s'installe. Les habitants assistent impuissants à la destruction de leurs champs et de leurs récoltes, qu'ils voient partir en fumée depuis les murs de la ville. Pourtant, grâce à son charisme, Périclès réussit à convaincre son peuple de s'en tenir au plan initial. La ville peut toujours compter sur sa flotte et sur les marchandises expédiées depuis l'étranger. À bord des navires, malheureusement, se cache une menace plus terrible encore que les Spartiates. Car après un an de conflit, les vaisseaux chargés de céréales apportent dans leur cale une cargaison imprévue, le bacille de la peste. Très vite, Athènes est ravagée par l'épidémie. Le plan de Périclès n'a pas su anticiper ces difficultés. Pourtant, dans ce contexte de surpeuplement, c'était un risque prévisible. Le résultat a été épouvantable. L'épidémie se répand comme une traînée de poudre dans la population massée dans l'enceinte de la ville. Les symptômes sont horribles, comme en témoigne l'œuvre de l'historien et chroniqueur Thucydide, qui les décrit en détail. En général, on était frappé sans aucun signe précurseur, mais à l'improviste. D'abord, on ressentait de vives chaleurs de tête, les yeux devenaient rouges et enflammés. Puis le mal descendait dans les intestins et y provoquait de fortes ulcérations suivies d'une diarrhée opiniâtre. Il est impossible de dépeindre les ravages de ce fléau. Il sévissait avec une violence irrésistible.